Merci à tous d'être Ben, venus ce soir. Je vois qu'on commence à avoir du monde. oui, Merci oui, comme d'habitude merci. pour votre présence. C'est vrai que il y a pas mal de monde, effectivement. Je ne m'attendais pas à avoir autant de personnes. Si j'avais su, j'aurais mis mon plus beau smoking, mais bon, c'est pas grave. Donc, voilà, Satochip, c'est une jeune start-up basée en Belgique. Et donc, on a commencé, enfin, je dis une jeune start-up, mais on a commencé déjà en 2015. Donc, en 2015, on a créé un premier prototype de hardware wallet. Et ensuite, on a mis le développement en pause, principalement parce que la technologie qu'on utilisait, la technologie de carte à puce, n'était pas une technologie assez mature. Et donc, le projet a été mis au frigo pendant environ 2 ans. Et puis en 2018, on a repris le projet du frigo et on a développé notre premier hardware wallet fonctionnel sur base d'une carte à puce. Et puis s'en est suivi la commercialisation au travers de notre webshop, la création d'une marque, d'une communauté et la création de divers produits qui sont tous basés sur une carte à puce. Alors, il y a beaucoup de personnes qui nous demandent souvent euh, est-ce qu'on peut payer avec nos cartes? La réponse c'est non. On a choisi la carte à puce pas parce qu'elle permettait de faire des paiements sur un terminal. On l'a choisi parce qu'en fait c'est le Secure Element qui est le plus adapté pour stocker des éléments cryptographiques. Et c'est pas pour rien qu'on l'a choisi. Il faut savoir que Ledger utilise aussi la technologie de carte à puce dans tous ses équipements, si ce n'est que eux l'emballent dans un hardware un peu plus évolué que nous. Mais voilà, notre but, notre volonté chez Satochip, c'est de fournir des hardware wallets et des solutions crypto au plus grand nombre. Et donc l'idée, c'était d'avoir un prix très très attractif. Et c'est pour ça qu'on vend nos cartes à 25 euros l'unité. C'est probablement le hardware wallet le moins cher du marché. Et on peut le faire justement grâce à ce format carte à puce. Donc ça, c'est ce qui est intéressant. Euh, alors, aujourd'hui, donc je ne sais pas si les gens veulent déjà poser des questions ou quoi, je ne sais pas comment vous avez Déjà, je l'habitude. te remercie. On va te remercier pour ta présentation. C'est très clair. Ouais. Je vais me permettre ce soir de faire la passe à nos deux experts qui sont là justement pour échanger avec toi sur les Satoship. Ouais. Donc, on a Doc Marmotte et From Zero to 10K. On se fait toujours un plaisir d'avoir avec nous dans un amas. Mhm. Ok. Ah ben, je ne sais pas si vous avez déjà des questions. Sinon, je peux peut-être éventuellement juste expliquer les 3 produits qui composent notre gamme. Pour ma part, non. J'essaierai de dire en même temps de relayer les questions si on en a au niveau du chat. Ok, très bien. Doc, je ne sais pas si tu as des questions, toi, de ton côté. Ouais, moi plein. Ok. Quelle est ta bière préférée? Ma bière préférée, c'est une question très très compliquée. C'est vrai qu'on est dans un amas, donc je suis obligé de répondre. Ma bière préférée, actuellement, c'est la Duvel Triple Hop, qui est une bière ouais, produite en Belgique avec une bonne amertume du fait qu'elle utilise ces 3 grains. Et voilà, c'est ma bière préférée. Mais je suis un grand amateur de bière et donc je bois toutes sortes de bières. Il n'y a pas que celle-là non plus. Ok. Bon, on va reparler un petit peu de tes D'accord. produits. Alors, au niveau de nos produits, il faut savoir que donc on est vraiment une petite start-up. On est actuellement 2 employés par la société, donc c'est pas une grosse société. Et donc c'est pour ça que niveau marketing, communication, parfois on pêche un petit peu. Mais ce qu'on crée au sein de la start-up, c'est avant tout des produits pour nous-mêmes et pour notre entourage. Donc on les veut plutôt simples d'utilisation. En tout cas, quand on connaît la technologie, c'est simple. Et on les veut interopérables. Et donc, le premier produit qu'on avait créé en 2019, c'était un hardware wallet. Ça fonctionne comme un ledger ou comme un trésor. L'idée, c'est que vous initialisez le hardware wallet avec un code PIN, le code PIN de votre choix, et puis vous générez une seed phrase ou alors vous importez votre seed phrase dans l'équipement. Et à partir de ce moment-là, les clés privées vont être dérivées et stockées au sein de la carte à puce, au sein de la mémoire présente sur la puce. Et ces clés privées ne vont jamais, jamais, au grand jamais quitter la puce.
Et à chaque fois que vous allez vouloir signer une transaction sur MetaMask, sur Electrum, sur MyEtherWallet, vous devrez brancher votre carte sur un lecteur de carte à puce et fournir les credentials nécessaires, donc le code PIN que vous avez préalablement introduit. Et donc ça, c'est les aspects de sécurité. Alors, le deuxième produit que nous avons créé s'appelle SeedKeeper. Et comme son nom l'indique, ça permet en fait de sauvegarder votre seed phrase dans un matériel hardware dédié. Pourquoi on a créé ce produit-là? Ben, c'est simple. Aujourd'hui, Ledger et Trezor vous proposent encore d'écrire votre seed phrase sur un bout de papier. Pourtant, la seed phrase, c'est un des éléments le plus important dans la sécurité cryptographique. Si j'ai accès à votre seed phrase et que vous n'avez pas d'autres éléments de sécurité qui l'accompagnent, ben voilà, je peux reproduire n'importe lequel de vos wallets sur base de ces seed phrases. C'est tout le principe de la cryptographie. Et quand on comprend ces principes-là, on se rend compte à quel point c'est très important de mettre en lieu sûr cette seed phrase. Et c'est pour ça que nous avons créé le SeedKeeper. En gros, ça agit un peu comme une clé USB, si ce n'est que c'est pas bêtement une mémoire flash, mais c'est vraiment une mémoire au sein de la carte à puce, toujours protégée par un code PIN, qui vous permet du coup de stocker vos seed phrases, mais aussi vos mots de passe, vos 2FA, générer des master seed ou générer des seed phrases sur la puce, tout ça de manière hautement sécurisée. Et alors le troisième produit que nous avons développé, c'est un produit qu'on a développé pour ma mère. Parce que ma mère m'a toujours dit, écoute Bastien, je ne comprends pas ce qu'est Bitcoin parce que je peux pas le toucher, c'est pas physique. Et alors on lui a dit, écoute, on va te créer un outil assez simple sur lequel on va pouvoir déposer des bitcoins et tu pourras les avoir en main. Et donc c'est tout le principe de Satodim. C'est une carte au porteur, un peu comme un billet de 20 euros. C'est-à-dire que vous allez pouvoir générer un wallet Bitcoin ou un wallet Ethereum sur la carte. Vous ne devez pas mettre de code PIN, vous ne devez pas gérer une seed phrase, c'est vraiment la carte en elle-même qui va générer le wallet pour vous et qui va sauvegarder la clé privée dans sa mémoire. Et alors, elle vous présente un QR code, c'est le QR code de l'adresse de dépôt, et vous pouvez y déposer vos cryptos. Et ensuite, vous pouvez donner cette carte, l'échanger, la mettre au coffre, l'offrir à vos enfants. Et donc, la personne qui reçoit la carte est le réel propriétaire de la carte, puisque la clé privée du wallet en question se trouve bien dans la mémoire de la puce. Voyez ça comme un billet de 20 euros. Quand vous le donnez à quelqu'un, vous ne l'avez plus. Si vous le perdez, ce billet de 20 euros, ben, vous perdez 20 euros. Ben, comme c'est pareil avec une carte Satodim, si vous la perdez, ben, vous perdez également vos fonds. L'idée derrière cette carte, c'est vraiment de pouvoir s'échanger de la crypto, des NFT, du stablecoin de main à main pour faire plaisir aux potes. Lorsqu'on vous rend un service et que vous souhaitez rémunérer quelqu'un, ben vous pouvez le faire en crypto via ce type de carte. Voilà, ça c'est typiquement les trois produits qu'on a actuellement dans notre gamme. Et dernière remarque, toutes nos solutions sont open source. Donc les codes sont disponibles sur notre GitHub, tant pour la partie firmware, donc le code qui est chargé sur la carte à puce, que pour la partie software. Et donc si vous souhaitez créer votre propre hardware wallet, ben, vous pouvez acheter une carte vierge sur notre webshop ou même une carte vierge sur Internet, une carte compatible bien entendu, et vous pouvez créer vous-même votre propre hardware wallet. Et si vous le souhaitez, vous pouvez personnaliser également vos cartes, puisque toutes nos cartes sont personnalisables. Voilà dans les grandes lignes. Je ne sais pas si vous avez des questions, si ça a pu vous éclairer par rapport à notre produit et à notre projet. Pour le coup, je trouvais ça assez complet pour ma part. Alors, je connais un petit peu je connais un petit peu les produits, donc c'est vrai que c'est pas évident. Est-ce que n'hésitez pas dans le chat à poser vos questions. Je vais relayer le site. Ouais, moi j'ai une question. Ben, vas-y. Salut à tous. Je voulais savoir, alors moi j'en ai une de carte et alors je l'utilise plus actuellement parce que j'avais un problème, elle n'était pas compatible avec Collabland.
Alors je sais pas si le problème a été résolu. Donc du Alors, coup, ouais. si tu veux, moi j'avais mon masque, je voulais le mettre sur la Satoship et en fait, c'était pas compatible avec Collabland, donc j'avais pas pu le mettre sur la Satoship. Ouais, effectivement. Donc, Collabland utilise un type de signature assez particulier qui n'est pas un type de signature standard. C'est-à-dire que, pour faire simple, il va demander à l'utilisateur de signer une transaction avec des données brutes. Et donc, ça sort un peu du scope des signatures traditionnelles qui sont signatures d'une transaction pour émettre, pour broadcaster de l'info sur la blockchain ou signature d'un message euh, simplement pour prouver que vous êtes bien possesseur du wallet en question. Et donc, ce type de signature sur Ethereum doit être concaténé manuellement au niveau du client. Et alors ça, c'est quelque chose qui est encore dans le pipe chez nous et qui devrait sortir probablement début du mois de janvier, donc d'ici quelques semaines. On a terminé les tests et donc ce sera compatible. Et je pense qu'on avait déjà eu des discussions ensemble parce que cette histoire de signature me rappelle quelque chose. Et je crois que ça date déjà il y a, allez, 6 ou 8 mois, on en avait déjà discuté ensemble. Ouais, tout à fait. C'était sur le Ouais, Telegram. C'est tout ça. à fait, ouais, exactement. Et donc voilà, ça c'est vraiment une question de concaténation, oui, de formation, de signature avant de la broadcaster qui était un peu plus complexe que prévu et qui n'est pas spécifique hein, à Collabland, mais voilà, qui était un peu plus compliqué à intégrer de notre côté, mais c'est c'est réglé. Ok. Et est-ce que depuis, il y a une version pour Mac? Oui, alors on a réalisé le mois dernier pour tous nos applicatifs une version Mac en bêta. Alors je dis bien en bêta parce que c'est, enfin, je ne sais pas pourquoi, hein, peut-être qu'il y a des développeurs qui pourront nous le dire, mais c'est toujours plus compliqué de développer sur Mac. Mais voilà, donc la bêta fonctionne. On a déjà eu des retours positifs. On a aussi eu quelques retours négatifs concernant la toute dernière version de macOS. Et voilà, dans l'ensemble, les outils sont fonctionnels. Et voilà, si vous les utilisez et que vous avez un feedback, n'hésitez pas à nous le transmettre sur Telegram ou par mail. On essaye d'être très réactif et en tout cas à l'écoute de la communauté pour améliorer nos programmes. Bon, je confirme hein, pour la réactivité, puisque j'avais eu un souci d'identification avec le code PIN. Alors j'avais sans doute merdé. Et j'avais renvoyé la carte et tout avait été réglé en quelques jours. Et c'est vrai que ça prévente top. Et les communications effectivement sur Telegram qui avaient été très rapides, très réactives et c'était plaisant. Ah bah, c'est gentil ça fait chaud au cœur. Effectivement, on essaye de chouchouter un petit peu notre communauté et nos utilisateurs pour une bonne raison. C'est que comme on n'a pas une très grosse puissance marketing comme Ledger, Trésor pourrait l'avoir, on sait que l'utilisation de nos solutions logicielles est parfois un peu plus compliquée. Je vous donne un exemple. Demain, vous achetez une carte Satoshi et vous voulez l'utiliser avec MetaMask. Eh ben, le client MetaMask officiel ne supporte pas Satoshi. On est un trop petit hardware wallet. On n'a pas une très grosse présence sur la scène internationale. Et donc, ce qu'on a fait, comme MetaMask est un logiciel open source, c'est qu'on a intégré notre plugin dans notre version de MetaMask. Mais rien que ce petit point-là, il y a des gens qui vont trouver ça un peu perturbant de devoir télécharger une autre version de MetaMask que la version officielle, et je peux comprendre. C'est vrai que dans le domaine de la sécurité, c'est toujours un peu perturbant quand on doit utiliser un fork de fork. Mais voilà, pour toutes ces raisons-là, on essaye d'apporter une attention toute particulière à la communauté, aux personnes qui ont des questions spécifiques. Et bah, dans ce cas-là, ça nous arrive souvent d'avoir des personnes qui nous disent ah ben j'ai bloqué le code PIN de ma carte. Comment je peux faire pour refaire fonctionner mon hardware wallet? Mais en réalité, c'est pas possible. C'est tout l'avantage du hardware wallet, c'est que si vous essayez de pénétrer la mémoire avec un code PIN et que vous mettez un code PIN de manière erronée 4 fois, et ça arrive fréquemment,
ben voilà, vous briquez votre device et le seul moyen de le remettre à niveau, ben, c'est de le renvoyer chez nous. Et en fait, on a une procédure de flash pour réinitialiser le hardware wallet à blanc avec perte des données fatalement. Hein. Donc le hardware wallet est réinitialisé, mais après on peut vous renvoyer l'équipement comme si vous aviez acheté une nouvelle carte, quoi. Et du coup, ouais, tu viens de dire un truc intéressant. En fait, si jamais, je sais pas si sur la carte on tape son code PIN plusieurs fois faux, on peut pas réinitialiser nous-mêmes le wallet, c'est ça? Alors, on a développé une procédure de factory reset qui est également disponible sur notre GitHub et qui permet en fait de remettre à son état d'origine une carte. Donc c'est possible pour un utilisateur de le faire, effectivement. Maintenant, dans le cas ici du code PIN qui était erroné, on ne savait pas très bien si c'était une mauvaise utilisation du client ou si c'était effectivement une carte défectueuse. Et donc, lors de l'échange du service après-vente, on essaye d'analyser où est le problème et comment on peut le résoudre. Et quand on a un doute, on ne va pas remettre en cause le client, on va dire écoutez, renvoyez la carte, c'est peut-être effectivement une carte défectueuse. Et dans ce cas-là, il faudrait que je revoie le dossier parce qu'on en a plusieurs, mais voilà, on ne sait pas si c'était défectueux ou pas, mais on a réexpédié la carte flashée. Et donc, si dorénavant elle fonctionne toujours, c'est que c'était probablement un problème de code PIN. Vous savez, un code PIN, ça peut vite arriver. Hein. Votre touche majuscule est activée quand vous mettez la première fois votre code PIN. Vous ne vous en rendez pas compte. Et puis, voilà, le mal est fait et vous ne savez plus l'entrer correctement. Enfin, je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde d'arriver, de vouloir payer son essence et de complètement oublier le code de sa carte bleue. Tout à fait. Enfin, c'est le genre du truc où alors on va taper. Seulement à toi, From. Non, tout à fait. Le trou noir. Le trou noir, on rentre de soirée, on veut faire une transaction. Mais paf, on ne sait plus la faire. C'est peut-être pas plus mal en fait si on rentre de soirée, qu'on a bu un verre, de ne pas pouvoir faire de transaction, c'est peut-être pas plus mal. Ouais, c'est une sécurité supplémentaire. J'ai pas pensé à rajouter un éthylotest. On pourrait. Mais il faut, ça j'aimerais le rappeler aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent. Il y a quand même un élément très très important et je crois que l'affaire FTX a fait ouvrir les yeux à pas mal de monde. Si vous ne possédez pas vos clés privées, vous ne possédez pas vos cryptos. Et alors les gens qui ne comprennent pas encore cette phrase-là, on pourrait la résumer autrement. Si vous n'avez pas votre seed phrase, vous n'avez pas vos cryptos. Donc soyez vigilants à ça. Ne laissez pas sur des exchanges, même les plus gros, même Binance. Je veux pas faire de FUD ce soir, hein, mais ce qui est arrivé à FTX pourrait arriver à n'importe quel exchange, peu importe lequel. Et ne laissez pas sur les exchanges plus que ce que vous pouvez perdre ou plus que ce que vous n'êtes prêt à perdre. Et ça, il faut en être bien conscient. Et alors tout le reste, je ne dis pas de le mettre sur un hardware wallet, hein, mais mettez-le sur des wallets où vous possédez la clé, que ce soit un MetaMask, que ce soit un Electrum, un hardware wallet, un Ledger. De grâce, soyez maître de vos cryptos, parce qu'un jour ou l'autre, vous aurez la blague. Si vous ne l'avez pas déjà eu avec FTX, un jour ou l'autre, vous aurez la même blague. C'est sûr, et je dirais même, j'encourage moi vraiment à utiliser des hardware wallets, que ce soit Satoshi ou d'autres, justement pour éviter les vagues de piratage comme on a ces derniers mois, hein, en sachant que ça protège pas de tout, mais la majorité des, on va dire, 50% souvent des hacks, des vidages de wallets, c'est dû à du matériel qui est compromis, donc le MetaMask qu'on a sur son ordinateur se fait pirater, le wallet est vidé sur son téléphone et ainsi de suite. Donc, honnêtement, voilà, s'il y en a qui veulent sortir vraiment leur crypto des plateformes d'échange, prenez un hardware wallet. C'est pas, entre guillemets le prix que ça coûte. Non, effectivement. Et on a beaucoup de clients qui nous disent parfois avoir peur
parce que ils estiment que avoir des crypto-monnaies sur un exchange, c'est simple. Vous vous connectez avec un login mot de passe. C'est probablement le même que vous utilisez sur Facebook. Ça, c'est déjà un problème. Et puis, bah, vous avez accès à toute une interface qui est très jolie et vos cryptos sont là. Et tous les jours, lorsque vous vous connectez, vous voyez que vos cryptos sont là. Donc, c'est vrai que c'est très confortable. Mais le jour où vous les perdez, vous vous rendez compte que ce confort avait un prix. Et comme tu dis, c'est pas le prix d'un hardware wallet. Peu importe lequel, je dirais même le dernier, le nouveau-né de chez Ledger, le Stax, ça peut paraître fort cher, mais si vous avez 1000, 2000, 3000 euros de crypto, ben, honnêtement, c'est pas ça qui va vous tuer et vous dormirez probablement sur vos deux oreilles ce soir, quoi. Ouais, c'est le genre de problème où souvent on s'en rend compte trop tard, hein. On Trop se dit tard, ouais. toujours quand ça arrivait, oui, si j'avais su, j'aurais dû m'en prendre un. Et alors pareil pour votre site fraise, si vous l'avez noté sur un petit bout de papier et que cette site fraise représente tous vos wallets sur lesquels vous avez vos cryptos, assurez-vous d'avoir un backup de cette site fraise, assurez-vous qu'elle soit stockée correctement et pas simplement sur un bout de papier dans un bouquin, parce qu'un jour ou l'autre, si vous, je ne sais pas moi, ben, je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai un ami qui a récemment été volé, donc on a volé son laptop et en fait, toutes ces cryptos, bah, étaient sur son wallet, MetaMask, donc il n'avait pas de hardware wallet et puis on lui vole son laptop et il me dit, «Bah, écoute Bastien, je me tracasse pas trop, j'ai ma seed phrase» et donc il va, au coffre à la banque récupérer son petit bout de papier. Il arrive devant son MetaMask, il encode la seed phrase qu'il avait notée et là, erreur, mauvaise seed phrase. Bah oui, il avait noté un mot, ou 2, mais il ne sait pas lesquels probablement de manière erronée. Il n'avait jamais testé sa seed phrase avant et donc il a pu dire au revoir à toutes ses cryptos. Et Ouais, là, ça, peu importe qu'il ait eu un hardware wallet ou pas, c'est vraiment le problème de la seed phrase, hein. Donc soyez aussi vigilants à ça, c'est très important. non, du coup, alors, je vais reposer une question de CryptoNab qui avait posé un petit peu avant. Au niveau du site storage, comment ça marche exactement? Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu de A à Z, s'il y a une interface, un petit peu les différentes étapes? Alors, la première étape, c'est de télécharger notre logiciel toujours open source qui s'appelle le SeedKeeper Tool. C'est une petite interface écrite en Python, très simple. Et en fait, cette interface, elle va interagir avec la carte à puce pour vous permettre d'y stocker de l'information. Une fois que vous avez téléchargé ce logiciel, vous branchez votre carte et la première chose que vous allez devoir faire, c'est mettre un code PIN. Un code PIN de 4 à 16 caractères. Ça peut être des chiffres ou des lettres. On vous recommandera toujours d'avoir un mot de passe fort, mais pas non plus un truc hyper complexe parce qu'il faut pouvoir le taper à chaque fois que vous accédez à votre site Keeper. Donc il faut trouver un bon entre-deux. Et alors là, dans le menu proposé par notre utilitaire, ben, vous avez la possibilité d'encoder une nouvelle seed phrase, c'est-à-dire que vous allez enregistrer une seed phrase dans la mémoire de la puce, mais vous avez également la possibilité de générer une seed phrase, générer une master seed, et il y a toutes sortes de mots de passe que vous pouvez soit générer, soit enregistrer. Et alors, il y a quelques fonctionnalités qu'on a implémentées au niveau de l'utilitaire. Il y a une fonctionnalité d'export. Donc, lorsque vous enregistrez votre seed phrase dans la carte à puce, vous pouvez choisir si vous souhaitez l'exporter en clair ou l'exporter de manière encryptée. Et en fait, cette méthode-là va vous permettre, pour certaines seed phrases ou certains mots de passe que vous estimez être délicats, de ne pas autoriser l'export en clair, mais uniquement de manière encryptée. Et en fait, il encrypte votre seed avec le hash de la carte en elle-même. Et il y a également une fonctionnalité de logging. Donc, toutes les actions que vous allez faire sur l'interface vont être loguées et vous pourrez regarder dans le logbook. Il sera marqué, ben voilà, mardi 15h, la seed phrase numéro 1 tel a été montrée à l'utilisateur. Pourquoi c'est intéressant? Ben, imaginez que vous donniez une carte SeedKeeper à un ami avec votre site dedans, mais vous ne lui donnez pas le code PIN parce que vous dites, OK, je veux juste avoir un backup physique ailleurs que chez moi.
au cas où il y a le feu ou quelque chose du style. Le jour où vous récupérez cette carte, vous vous connectez dessus avec votre code PIN et vous pouvez voir dans le log si quelqu'un y a accédé ou pas. Donc c'est intéressant d'avoir cette information-là et pour des raisons de sécurité. C'est vraiment un utilitaire très très simple, comme si vous utilisiez un KeePass ou un fichier texte, si ce n'est que toutes les informations qui vont être enregistrées dans un secure element, tout comme votre hardware wallet. Et donc la carte à puce est vraiment quelque chose d'inviolable, en plus d'être waterproof. Donc vous avez vraiment une sécurité sur le long terme de votre seed phrase et vous pouvez faire plusieurs backups de cette carte-là si vous le souhaitez, si vous souhaitez la stocker à différents endroits. D'accord. Toi, tu conseilles d'en prendre, enfin, comment, je sais pas, comment tu conseillerais à un débutant de procéder? Combien, je sais pas combien de cartes ça serait, enfin, ça serait Mais idéal de prendre et où, on va dire, où est-ce que pour toi ce serait mieux de les conserver? la sécurité, c'est toujours une échelle entre rien du tout et le maximum. Mais il y a une contrainte qui va avec cette échelle, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de sécurité, tout est très simple, tout est ouvert. Si vous avez la sécurité la plus ultime, tout est très compliqué. Donc moi, je crois que c'est à chacun de voir où il veut mettre ce curseur au niveau de la sécurité, mais ce que nous, on conseille, c'est d'avoir au moins 2 équipements, donc 2 cartes. Et d'en avoir une que vous conservez chez vous, avec un code PIN, on va dire 1, 2, 3, 4, et une autre carte que vous conservez ailleurs, donc ça peut être chez vos parents, chez un ami, dans le coffre de votre banque, ou même enterrée dans une boîte étanche dans le fond du jardin. Et cette carte a un autre code PIN, pour éviter en fait de partager le même code PIN. Et l'avantage, c'est que si un jour quelqu'un vient voler chez vous, si vous avez un incendie, un dégât des eaux, si vous perdez votre carte, vous savez que vous avez un backup qui contient les mêmes données et qui est accessible à un autre endroit. Ça, Ok. c'est ce qu'on conseille. C'est d'ailleurs le setup que nous, en tant qu'employés, avons chez nous. On a généralement 2 ou 3 cartes qui sont initialisées de la même manière, sauf que le code PIN est différent. Et on se donne les cartes et on a des cartes aussi qui sont stockées ailleurs, en banque par exemple, pour plus de sécurité. C'est vrai qu'on voit, on voit beaucoup de, enfin, que ce soit des personnes sur Twitter ou ailleurs, justement dire, bah voilà, vous notez votre seed sur un bout de papier, vous allez conserver par exemple une partie chez le notaire ou en banque. Et c'est vrai que la solution avec la carte, bah, il y a quand même moins de risque d'aller justement le stocker chez un notaire ou en banque qu'un bout de papier qui peut être finalement assez facilement volé ou regardé, et ainsi de suite. Ouais, ouais, tout à fait. Et il faut savoir, alors je ne sais pas comment ça se passe en France, mais en Belgique, une banque peut ouvrir votre coffre si elle a un mandat de perquisition. Donc, si la justice décide que le coffre doit être ouvert, la banque va l'ouvrir. Alors, si la banque ouvre le coffre et voit 12 ou 24 mots écrits sur un bout de papier, il ne va pas lui falloir une demi-heure pour comprendre ce que c'est. Par contre, si la banque ouvre le coffre et voit une carte à puce, il y a peu de chances qu'elle pense que la carte stocke des seed phrases ou stocke des crypto-monnaies si c'est un hardware wallet. Donc là, c'est un gros avantage. Et alors, tu parlais éventuellement d'une transmission d'informations par rapport à un notaire ou imaginons quelqu'un décède et on aimerait bien transmettre ses cryptos. Mais la Seedkeeper est également un bon outil parce que vous pouvez créer des cartes multiples et les stocker à des endroits différents, par exemple comme un coffre ou chez un notaire, et mettre le code PIN sur votre testament. Donc le jour où vous décédez, personne ne sait que vous avez des cryptos. Vous dites, allez voir dans le coffre un tel, et voici le code PIN de la carte Seedkeeper. Et donc vos héritiers ont directement accès à toutes vos seeds et savent utiliser ça, parce que bon, j'espère que dans 5-10 ans, tout le monde saura ce qu'est une seed phrase, comment la sécuriser et comment l'utiliser. Oui, bon, bref, ça commence un petit peu à rentrer quand même. Ça commence, oui. Il reste de la route à faire, mais ça rentre pas mal. Il y a Néphalim qui demande s'il est possible de rendre le contenu de la carte invisible. Et finalement, le contenu, en fait, il est chiffré.
grosso modo? Alors rendre le contenu invisible, Je pense que ce qu'il veut dire, c'est que si, je sais pas, par exemple, pour n'importe quelle raison, dans la banque, il y a une perquisition, ils trouvent la carte et ils essayent de visualiser un petit peu ce qui se trouve sur la carte et ainsi de suite. Est-ce qu'il y alors a des risques? si vous prenez une carte de notre gamme et que vous la branchez ou que vous la mettez dans un automate qui crache des billets, par exemple, ou pour payer au magasin, il n'y a aucune information qui ressort de la puce. Donc ça, c'est déjà un premier fait. On peut penser qu'elle est invisible. Donc oui, si quelqu'un prend la carte et ne sait pas que c'est quelque chose qui est lié à Satochip, il ne verra rien. Il ne verra rien sur la carte. Par contre, si la personne sait que c'est lié à l'écosystème crypto et sait que c'est une carte Satochip, ben, du coup, elle pourra télécharger les utilitaires permettant de lire la carte. Mais de toute façon, Satochip et Seedkeeper sont protégés par des codes PIN, et donc sans ce code PIN, on ne sait rien faire. Et si vous vous trompez 4 fois de code PIN, vous cassez la carte, et donc l'accès n'est plus possible du tout. Et alors, dernière remarque, la technologie de puce des cartes à puce qu'on utilise, c'est la même technologie que vous avez sur vos cartes de banque. Et alors, pourquoi les banques utilisent la carte à puce? Ben parce que ça fait plus de 40 ans que cette technologie a vu le jour. Elle est ultra sécurisée et elle est en constante évolution. Donc, tous les jours, tous les mois, chaque année, les grands fabricants de puces développent des puces de plus en plus performantes et de plus en plus sécurisées. Et c'est tout. C'est pour ça que vous les voyez dans les titres de transport, titres de propriété, cartes bancaires, etc. C'est parce que c'est probablement le meilleur secure element sur le marché à l'heure actuelle. Ok. Eh ben, tiens, pendant qu'on est toujours dans le... Oh, vas-y. Ouais, moi, j'avais Dis une Doc. petite question justement là-dessus. Est-ce qu'il y a déjà eu des tests? Est-ce que un hacker informatique assez poussé serait capable, s'il a la carte en main physiquement, d'y accéder sans le code PIN? Est-ce qu'il y a déjà eu des tests en fait sur le hardware wallet en lui-même? Oui, alors on a mandaté une équipe d'étudiants de l'université de Louvain en Belgique dans le cadre de leur post-doctorat. Et donc l'intitulé de la thèse, c'est Side Channel Attack sur un hardware wallet. Et le hardware wallet en question, c'est le hardware wallet Satochip. Alors, une side channel attack, c'est une attaque que vous faites sur un hardware quand vous ne savez pas y accéder de manière traditionnelle. Et donc, c'est pour répondre à ta question. Si on n'a pas le code PIN, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est essayer d'accéder à la puce avec des probes, essayer de voir l'activité électromagnétique de la puce pour trouver des patterns et essayer de dégager de l'information des patterns qu'on va constater. Et donc, ces étudiants ont lancé toute une série d'attaques sur la carte et n'ont pas réussi à extraire la mémoire de la puce. Mais ce n'était pas, enfin, c'était pas étonnant, hein, parce que c'est pas possible. C'est pour ça que Visa, Mastercard utilisent des cartes à puce. C'est parce que si vous essayez d'extraire de l'information de la mémoire, vous cassez la carte à puce et donc vous perdez tout. Ok, merci bien. Et sinon, je voulais revenir sur un petit point avant que j'oublie tout à l'heure. Tu parlais justement de ton Satomask, donc en fait, qui est tout simplement une espèce de copie de MetaMask. On a entendu parler il y a pas longtemps que bah, le RPC par défaut qui permet d'accéder au réseau par Ethereum qui sur MetaMask est un Fura, Mhm. allait collecter les IP et les adresses du coup des différents utilisateurs de ce RPC. Est-ce que vous avez changé ou est-ce que c'est tout simplement un autre depuis le départ RPC sur votre Satomask? Alors non, on n'a pas changé le RPC sur notre Satomask pour la simple et bonne raison que on essaye d'avoir l'intégration la plus discrète possible sur tous les logiciels qu'on utilise. Donc nous, notre but, c'est de rien changer à l'application existante et d'intégrer uniquement le plugin Satochip. En fait, on fait ça parce qu'on aimerait bien être intégré nativement par les éditeurs de logiciels. Et donc, si on vient et qu'on leur dit, écoutez, on a tout modifié chez vous,
voilà, ils vont nous dire revenez plus tard, essayez d'avoir une intégration un peu plus souple. Donc non, on n'a pas changé ce RPC, mais voilà, comme on n'a rien modifié au niveau de la gestion des RPC de MetaMask, enfin de Satomask en l'occurrence, vous pouvez très bien toujours modifier le RPC dans les paramètres et utiliser le RPC de votre choix, si vous ne souhaitez plus utiliser ceux de Infura. Ok, merci. Et des Mais, fois, est-ce que vous ne mettriez pas un RPC à disposition pour vos clients? Parce que je sais qu'il y en a on beaucoup pourrait. qui demandent, mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre, du coup, qu'est-ce que tu me conseilles comme note pour plus passer par un Fura, etc., quoi. Ouais, on pourrait le faire. On le fait pas parce que ça demande une très grosse infrastructure. Alors, si vous avez 5-6 potes qui utilisent votre RPC, c'est pas un souci. Mais si ces 5-6 potes en ont également 5-6 et eux en ont également 5-6, vous vous retrouvez vite avec des milliers de connexions sur votre serveur. Et du coup, en fait, vous tuez un peu votre bébé, puisque les gens qui disaient c'est génial d'utiliser ce RPC, ça fonctionne bien, peut-être qu'un mois plus tard vont dire bah, c'est de la merde, c'est hyper lent, je ne sais plus l'utiliser. Voilà pourquoi on ne propose pas aujourd'hui ce type de service. C'est juste qu'on n'a pas l'infrastructure pour pouvoir le faire de manière pérenne dans le temps. Ok, merci bien. Du coup, je vais peut-être alors laisser la main à From ou à d'autres personnes s'ils ont des questions. N'hésitez pas, ouais, dans le chat si vous avez des questions sur ce qu'on vient de dire. Alors, Monsieur 2016, je ne répondrai pas à ta question directement, mais j'espère que vous avez bien écouté le troisième produit que notre ami Bastien vous a expliqué tout à l'heure. Alors, j'aurais bien répondu, mais je ne vois pas les questions. Elles sont dans quel chat? Dans le chat du Den, en fait, t'as une espèce de petite icône avec. Ah ouais, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Ah ouais, comme ça, je pourrais éventuellement. On va recevoir nos marmottes sur des cartes Satochip. C'est possible. Remplies avec 10 BTC chacune. Ça, c'est le rêve. Les gars, mon wallet, il prend déjà cher en ce moment. On va se calmer. Hein. Ça, c'est le rêve. C'est le rêve. Est-ce que tu peux reparler du troisième produit? Oui, ben, on a un hardware wallet, une carte au porteur et la seed keeper. Donc je ne sais pas quel était le troisième produit. Moi, j'ai oublié aussi. C'est toi qui les as descendus. C'était le Satodim, je pense. Hein. La J'ai carte dit au 2-3. porteur. Ah oui. Ben, si le troisième produit c'était la carte au porteur, Oui, mais je t'en ai demandé que 2-3. ouais. Eh ben la carte au porteur, c'est oui, c'est une carte cadeau. Bon, pour simplifier, vous pouvez voir ça comme un. En fait, vous pouvez créer un wallet en un clic. Donc, vous connectez votre carte sur votre téléphone parce que pour Satodime, on a une application mobile sur Android. Donc vous tapez votre carte à l'arrière de votre téléphone et via le lecteur NFC de votre téléphone, l'application va aller lire le contenu de la carte. Et en un clic, vous pouvez créer un nouveau portefeuille Bitcoin ou un nouveau portefeuille Ether ou de n'importe quel token ERC ou même des tokens ERC 721 si vous voulez stocker un NFT. Et donc l'idée, c'est qu'une fois que vous avez ce wallet qui est créé, vous avez une adresse de dépôt, et vous pouvez déposer sur ce wallet la crypto de votre choix. Et ensuite, une fois que c'est fait, votre wallet agit en fait comme une carte cadeau en Bitcoin, imaginons, ou comme une carte cadeau pour un NFT, et vous pouvez la donner à qui vous voulez, ou vous pouvez même la garder pour vous comme un cold storage. Ça peut très bien être une solution pour déposer des petits montants et les mettre au coffre ou les mettre, je sais pas moi, à l'abri chez vous. Mais ça agit voilà comme un billet de banque en crypto, si vous voulez, puisque comme la clé privée du wallet en question est dans la mémoire de la puce, c'est la personne qui porte la carte, donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une carte au porteur, la personne qui détient la carte détient en fait les cryptos. Si demain je te donne une Satodime chargée avec 10 USDT, tu seras le propriétaire de ces $10.
On est basé où en Belgique? On est un bureau décentralisé, donc on est basé à Namur et à Bruxelles. C'est vrai que la Belgique n'est pas très loin, on est tous voisins. Et pour revenir au Satodime, donc du coup, je pense que tout le monde a compris que c'était des cartes au porteur, c'est-à-dire que en fait, grosso modo, on pourrait presque dire que les cryptos ou les NFT qu'elle possède sont stockés sur la carte. Du moins, les éléments cryptographiques permettent de les lier à la carte physiquement. Si demain on veut récupérer ce qui se trouve sur la carte et l'envoyer sur un autre hardware wallet, sur une adresse, sur un exchange, enfin bref. Ça se passe comment? N'importe qui est en possession de la carte peut le faire. Y a quelque chose à déverrouiller. Comment ça se passe? Tu peux nous expliquer? Alors, une fois que vous avez créé le wallet sur la carte Satodime, la clé privée, elle va être cachée dans la mémoire. On dit bien cachée parce qu'en fait, vous ne la voyez pas tout de suite. Si vous voulez récupérer cette clé privée pour transférer les fonds ailleurs, sur un exchange, sur votre MetaMask ou n'importe quel autre client, vous allez déceler la clé du portefeuille et en fait, c'est encore une action en simple clic. Vous dites à la puce, montre-moi la clé privée de ce wallet. Et alors, la puce va vous révéler la clé privée. Et cette clé privée, vous l'importez dans n'importe quel wallet qui supporte l'import de clé privée. MetaMask le fait. Et vous vous retrouvez en fait avec vos fonds, donc les fonds qui étaient présents sur la carte Satodime, sur votre MetaMask. Alors c'est un concept qui peut paraître un petit peu compliqué parce que on touche aux clés privées, clés publiques, mais ça n'a rien de spécifique à Satoshi ou à Satodime. C'est la cryptographie qui fonctionne comme ça. Donc si vous voulez, une clé privée, c'est vraiment la matérialisation de votre wallet. Si vous importez cette clé privée dans MetaMask, ben, votre wallet est dans MetaMask. Si vous importez cette clé privée dans un autre logiciel, ben, votre wallet sera visible également dans cet autre logiciel. Et donc c'est tout le principe d'import-export de clés au niveau de Satodime. Si par exemple vous avez un wallet Bitcoin et que vous avez un client mobile comme Blue Wallet ou Moon Wallet, ces clients supportent aussi l'import de clés privées et vous pouvez même tout simplement scanner le QR code de la clé privée qui est présente sur votre Satodime pour récupérer les fonds dans votre hot wallet. Alors, j'ai une question ici. Le wallet de la Satodime n'est pas multi-blockchain. Si, donc on supporte Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash, Ethereum, tous les tokens ERC20, les tokens ERC721 et toutes les blockchains qui sont EVM compatibles. Donc ça inclut Binance, tous les tokens BEP20, DAI, EOS, Avalanche, Polygon, etc. Alors, moi j'ai une question mais qui est vraiment existentielle. Est-ce que dans votre roadmap vous avez prévu de retirer Bitcoin Cash? Euh, c'est une bonne question. C'est une bonne question. En fait, pourquoi est-ce qu'on a intégré Bitcoin Cash? Je reviens un peu à la genèse du projet. Étant donné qu'on est une petite équipe, on a dès le début décidé de ne pas développer des logiciels nous-mêmes. On a décidé d'intégrer des logiciels existants. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça permet de gagner du temps et ça permet aussi de proposer quelque chose de robuste. Si demain vous devez développer votre propre wallet, vous êtes parti pour 1 an de développement et pas sûr qu'il soit aussi sécurisé que MetaMask ou que Electrum. Et alors, notre premier client qu'on a intégré, c'était Electrum pour Bitcoin, qui est probablement le client BTC pour ordinateur qui est le plus utilisé au monde. Et on a très rapidement intégré Electron Cash, qui est en fait un fork de Electrum et qui supporte Bitcoin Cash. Et c'est pour ça qu'on a supporté Bitcoin Cash dès le début. Oui, c'est une blockchain comme une autre. On fait parfois des intégrations qui ne nous plaisent pas spécialement, mais on sait qu'il y a, voilà, on aimerait bien que tout le monde puisse sécuriser ses cryptos et donc on doit intégrer un maximum de crypto-monnaies. Et du coup, il y a une blockchain que je pense que Doc, vous voulez demander à peut-être pas oser Attention à ce que tu vas sortir, toi. c'est si Elrond était supporté. Non, pas supporté non plus pour le Ah. moment. Alors C'est une autre techniquement, chose. techniquement, on pourrait le faire.
Encore une fois, il faudrait qu'on trouve un client qui est open source, ou alors il faudrait que Elrond supporte Elrond n'est Satoshi. pas open source? Ouais, c'est ça le problème, c'est que comme on intègre que des clients open source, on est parfois limité. On a eu la question avec Polkadot, donc c'est un écosystème qu'on aimerait bien supporter parce que c'est un écosystème très bouillonnant. Mais pareil, à part le Polka.js qui est l'extension web, mais qui est une véritable usine à gaz, c'est assez compliqué de trouver un client open source à intégrer. Et donc là, en fait, on est tributaire des sociétés qui émettent ces logiciels pour qu'elles nous supportent nativement, et ça viendra, mais avec le temps, quoi. Niveau support natif, du coup, vous avez des pistes pour, si on va loin, pour 2023, je sais pas, du côté de MetaMask, du côté des wallets Oui, qui sont assez connus. oui, donc MetaMask et Electrum, c'est vraiment notre target pour 2023. On veut être intégré nativement. On est déjà en discussion avec les différentes équipes. On a déjà proposé des pull requests avec notre code. On est déjà en review dans les 2 projets, et donc l'idée, c'est vraiment d'être supporté nativement par ces 2 logiciels. Il faut savoir que ça va pas plaire à Doc, mais on est déjà supporté nativement par Electron Cash pour Bitcoin Cash. Donc si vous allez sur le site de Electron Cash et que vous téléchargez leur logiciel, Satoshi est compatible directement. Et puis voilà, si on parvient à avoir ces 2 piliers-là, qui sont vraiment des piliers dans l'écosystème crypto, je crois qu'on aura beaucoup plus facile à se voir intégrer dans d'autres wallets. On pense à Sparrow Wallet, on pense à des wallets chez Elrond pour Polkadot et d'autres crypto-monnaies. Bah, je pense que ouais, ça ouvre les portes. Après, même pour Bitcoin Cash, le fait de pouvoir déjà être supporté nativement, ça ouvre, malgré tout, ça ouvre déjà quelques portes pour la suite, hein. Oui, oui, Et, oui. euh, et niveau communauté, je sais pas, est-ce qu'une communauté comme The Cryptomask pourrait arriver à faire quelque chose pour essayer de pousser ou vraiment, enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient aider à ce que ce soit supporté? Ah ben c'est la loi de l'offre et de la demande, hein. Donc je crois que un projet comme Elrond, un projet comme Polkadot va intégrer tel ou tel hardware wallet si la communauté le demande. Donc oui, oui, il y a toujours possibilité d'aider, effectivement. Si au sein de CryptoMask, vous vous dites, oh ben effectivement, Satoshi, c'est un chouette petit projet, j'aimerais bien l'utiliser et j'aimerais bien avoir plus facile à l'utiliser, bah, il faut aller toquer aux portes des différents éditeurs logiciels en leur posant bêtement une question. Et parfois, ça peut être tout con, hein, mais contacter le support de telle ou telle wallet en disant, bah, MetaMask. ouais, en disant quand est-ce que vous supportez ça, ou lorsque quelqu'un pose une question sur Twitter en disant bah, quand est-ce que vous supportez tel hardware wallet, ou allez, en 2023, on aura probablement à un moment donné besoin de la communauté crypto FR le jour où on publiera notre dernier pull request chez MetaMask et qu'on dira voilà, maintenant la balle est dans votre camp, vous nous intégrez pas. Là, la communauté sera très importante. Je pense qu'il faut pas hésiter à faire remonter ça, à passer un message ou des fois on le voyait pas justement pour essayer de pousser parce que je pense que malgré tout c'est quand même une très très bonne solution pour protéger ses cryptos, hein. Oui, oui, de toute façon, de toute façon. Et le fait d'avoir un format carte à puce permet aussi des intégrations mobiles. Et donc en 2023, on va développer notre solution mobile pour la partie hardware wallet. Donc comme je disais, la carte Satodime, la carte au porteur, elle a déjà des applications mobiles, mais le hardware wallet ne les a pas encore. Mais voilà, en 2023, on publiera nos applications et l'idée, c'est vraiment de pouvoir utiliser un wallet mobile comme Blue Wallet pour Bitcoin ou MetaMask sur votre GSM, mais d'avoir toute la sécurité d'un hardware wallet. Donc dès que vous devez signer une transaction, vous mettez au dos de votre téléphone votre carte et vous signez la transaction. Et donc, vous avez le meilleur des 2 mondes, le hardware wallet, mais avec toute la facilité d'utilisation d'un mobile wallet au quotidien. Ça, c'est très important.
Non, c'est top. Ben, j'allais poser un petit peu justement cette question. Je sais pas si. Et je Est-ce vois que quelqu'un. Ouais, vas-y. Pizza Bière posait une question concernant le support des NFT, mais je vois que ça a été répondu dans le chat. Donc, c'est formidable. Oui, on supporte bien les NFT sur tous nos différents produits, mais les NFT qui sont émis sur la blockchain Ethereum. Donc, les tokens ERC XYZ. Donc, rien sur Solana. Désolé, il y a probablement des fans de Solana. Quoique, maintenant avec l'affaire FTX, ça refroidit probablement certaines personnes. Mais on ne supporte pas Solana, non. Je dirais qu'il y a plus de fans d'Elrond dans la communauté que Solana, pour le coup. Oui, je Et crois Tezos. qu'Elrond est une très grosse communauté. Tezos aussi, probablement parce que c'est initialement un projet francophone. Non, et Tezos, on ne le supporte pas non plus. On a Adèle, c'est Tezos fan. notre mascotte de chez Tezos, artiste qui nous fait des œuvres, hein. Il va falloir supporter Tezos juste pour elle. Mais c'est pas un problème, hein. Donc notre volonté, c'est vraiment de supporter un maximum de crypto-monnaies. Euh, mais pour ça, on doit pouvoir s'intégrer à quelque chose d'existant. Et là, ben, c'est plus de notre ressort, quoi. Donc si chez Tezos, ils ont un wallet qui gère Tezos et qui est open source, bah, laissez-nous quelques semaines et on s'intégrera avec grand plaisir sur l'écosystème Tezos. D'accord. J'aimais bien Solana, Fridge. Quand ça voulait bien marcher. Oui, bah oui, Enfin, oui, mais ça, le fondamental et la technique, il y a aussi beaucoup de personnes qui ne s'en soucient que peu, et donc il y avait beaucoup d'amateurs de Solana, même si la blockchain était en pause très régulièrement. il y avait quand même beaucoup de capital sur Solana. Je pense que c'est ce qui a aidé à la pousser aussi loin, hein. Enfin, ce Ouais, qui a aidé à ouais, maintenir le cours, à garder voilà un certain intérêt par rapport à d'autres blockchains moins intéressantes financièrement. On va voir ce que l'avenir fera, mais ouais, il y a eu aussi beaucoup de wrap token, de wrap Ether et de wrap BTC sur cette chaîne-là. Alors de grâce les cryptomates, mais je suppose que vous l'êtes, hein, ne wrappez pas vos bitcoins, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça, je crois que le doc vous le dira aussi, ne wrappez pas vos ouais, bitcoins. les BTC sur la blockchain Ether, c'est pas des vrais BTC. Je sais plus comment c'était marqué dans. Mais oui, non, c'est pas des vrais BTC. Et puis il y a un très gros risque que ce ne soit jamais backé par des vrais BTC. C'est plutôt là qu'est le problème, hein. Puis le risque de hack, hein, enfin un bridge, voilà, enfin c'est un contrat, hein, tout est toujours possible, hein, malgré tout. Ouais, exactement. Je vois pas de questions. Un sacrilège de wrap c'est BTC. Ben oui, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais quand vous, Ça peut être utile. Enfin, après, ça dépend de l'usage vraiment qu'on en a. Si c'est pour faire de la DeFi, bon, à la rigueur, enfin voilà, c'est vraiment pour tirer un intérêt. Mais c'est vrai que si c'est pour les conserver, bah, enfin voilà, faut les conserver sur chaque crypto, faut les conserver sur leur blockchain originelle. Même de l'Ether, enfin, l'Ether, faut le conserver sur la blockchain Ethereum et ainsi de suite. ouais, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Éviter le cross-chain, éviter de wrapper vos tokens sur une autre blockchain pour en tirer des bénéfices. Alors la DeFi c'est très intéressant, mais faites-le avec du stablecoin ou d'autres choses. Et enfin voilà, quand la part de gâteau est trop grosse, c'est qu'il y a souvent des questions à se poser, hein. Pour Le le risque est. stablecoin, Ouais. il faut faire attention à un point qui est très important. C'est qu'il faut s'assurer que les stablecoins sont bien émis sur la blockchain parce que du coup Tether, USDC émettent leur stablecoin sur beaucoup de blockchains mais pas sur toutes les blockchains. Et par exemple, si on voit ce qui s'est passé sur Harmony One, moi et From, hein, on en a payé les frais. Les stablecoins n'étaient pas émis directement sur Harmony. Il n'y avait aucun stablecoin qui était directement émis sur Harmony. C'était
seulement via du bridge. Et quand le bridge a pété, forcément les stablecoins ont trinqué dans la foulée, quoi. Alors que si les stablecoins sont émis directement par l'entreprise, donc je parle pour ceux qui émettent via entreprise, ou que c'est un protocole décentralisé qui l'émet sur une blockchain, il faut garder des stablecoins qui sont émis directement sur la blockchain, quoi. C'est-à-dire que du coup, même si il y a un pépin en fait au niveau du bridge, vos stablecoins seront toujours garantis en fait par l'entreprise comme Cycle ou Tether, etc. Et là, vous pourrez les rééchanger en dollars directement auprès de l'entreprise, quoi. Même s'ils valent, comme ça arrivait sur Harmony, même s'ils valent 15 centimes, en gros, s'ils sont réellement backés par Tether, ils sont échangeables avec un ratio de 1 pour 1. C'est ça. Et en général, du coup, vu que l'assurance est bien là, il y a de l'arbitrage qui se fait très rapidement, quoi. Je pense que le seul moyen d'avoir un bon retour sur investissement avec ces bitcoins, c'est de les swapper contre de l'Ether et de minter un Marmotoshi. C'est pour moi la seule solution viable ici à court terme. Le reste, je crois qu'il faut pas y regarder. Je pense que non, faut même pas le swapper, ça, faut acheter directement. Enfin, peu importe, faut se procurer de l'Ether et ça permettra de basculer en Bitcoin sans Voilà. histoire de bridge le moment voulu, quoi. Et alors, je pense que vous pouvez même faire plaisir à Doc si vous swappez un shitcoin contre de l'Ether pour acheter un Marmotoshi. Là, parce que comme ça, c'est c'est le jackpot. Vous burnez, vous swappez du shitcoin pour in fine avoir du bitcoin, c'est magique. Tout à fait. C'est un peu le principe du projet, hein, c'est transformer enfin, pas spécialement du shitcoin, mais du token de moindre valeur, quoi, en Bitcoin, justement, quoi. Ah, on demande c'est quand le mint. Je crois que c'est le bon moment pour toi d'annoncer la date du mint. Oui, il sera le jour où ça sera annoncé. Du Shiba, c'est bon. C'est bon. Du coup, ça va être distribué sur 777 cartes. Ah, normalement, c'est le but, c'est le but. Alors, distribuer sur les cartes, ça va être un petit peu dur parce que je tiens à ce que n'importe qui puisse rester pseudonyme derrière son adresse Ether. Par contre, il y aura la possibilité à n'importe qui de pouvoir commander, je pense, une carte avec sa marmotte et puis un petit système qui fait que en un clin d'œil, il pourra savoir combien il y a de Satoshi d'adossé derrière la marmotte, quoi. Voilà, et j'en dirai pas plus. Je burn mes Marmotoshi pour acheter du Elrond. Ok. Je note. C'est Panali qui avait réussi à avoir un free mint. Je pense qu'on peut brûler les free mint avant même de les mint. Ouais, je pense même que je peux juste sortir son adresse, hein. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions sur les cartes, tout ça? J'avais fait, je leur publierai à la fin, mais j'avais fait un article un petit peu sur ça. Contre, c'est vrai que j'avais pas forcément parlé d'EasyKeeper ni de Satodim. Songe à regarder ça de plus près. Bah oui, ce sont des produits plutôt complémentaires et pour les personnes, par exemple, qui auraient déjà un hardware wallet, parce que je sais que le marketing de Ledger est vraiment très bon, donc il y a probablement beaucoup de personnes qui ont déjà un Ledger et c'est très bien. Mais voilà, vous pouvez par exemple sauvegarder votre seed phrase dans un SeedKeeper et avoir une solution plus complète en termes de sécurité. Voilà, c'est plutôt le petit côté marketing, mais c'est toujours important de le souligner, quoi. Pour la seed en tout cas. Petit truc aussi, moi, que je trouve quand même beaucoup plus pratique avec vos cartes, c'est pour toutes les personnes qui font de la défi de manière assez régulière. L'avantage de vos cartes à puce, c'est qu'on n'est pas obligé de ressaisir le code PIN toutes les 10 minutes. Et je sais que pour ceux qui utilisent des ledgers, enfin moi j'en utilise aussi, quand on fait de la DeFi avec les ledgers, le temps qu'on fasse nos petits calculs, tout ça, souvent il y a les 5 minutes, je sais plus combien c'est exactement sur le truc du code PIN qui sont passés, et il faut leur taper systématiquement, quoi. Alors qu'avec la vôtre, quoi, on débloque la carte, et après on peut s'en servir comme ça, quoi.
Et pour la verrouiller, il suffit simplement de la retirer et la faire et jouer. Ouais, tout à fait. Je rajouterai aussi justement aussi par rapport à Ledger, ceux qui sont pas forcément super à l'aise. Je sais pas si vous avez différents wallets pour des NFT, pour faire de la DeFi, ou alors même juste pour un burn wallet, enfin voilà, pour faire des trucs un peu kamikaze. Enfin, faut pas hésiter à prendre plusieurs cartes. Enfin voilà, vous prenez plusieurs cartes, par exemple. Vous avez comme ça vraiment vos wallets matériels complètement séparés. Enfin ça, pour le prix, vous êtes à 25 euros, ça reste largement abordable et vous avez vos cartes, enfin vous détenez vos cartes, vous en servez finalement, enfin, sans vous compliquer la vie à générer de nouvelles adresses, ainsi de suite. Et c'est vrai que le prix, c'est assez important. Les personnes qui n'ont jamais utilisé de hardware wallet de leur vie, je pourrais comprendre qu'elles soient freinées à dépenser 100 euros par exemple pour tester la technologie. Avec une carte Satoshi, vous prenez pas trop de risques, hein. Ça vous permet aussi de voir si un hardware wallet c'est fait pour vous, voir, commencer à appréhender la nouvelle technologie. Donc voilà, code PIN, seed phrase, devoir brancher à chaque fois que vous faites une transaction votre hardware wallet, c'est tout des automatismes à prendre. C'est un peu moins confortable qu'un simple MetaMask que vous utilisez tous les jours, mais au moins la sécurité est garantie. Mais si vous voulez, ce que je peux faire, si vous me laissez 5 minutes, c'est mettre un code coupon dans le chat. Comme ça, si certains veulent tester la solution, ce sera encore moins cher que 25 euros. Je pense qu'on peut te laisser 5 minutes. Je vais me connecter et je vais faire ça. On peut chatter en même temps. Je devrais pouvoir faire les deux en même temps, je crois. Alors, j'avais également une question, mais qui sort complètement du scope plus général, hein, pour avoir l'avis des gens. Pour ceux qui ont vu la sortie du nouveau Ledger Stacks, j'aurais voulu savoir ce que vous en pensiez. D'un point de vue design, communication, prix, utilisation au quotidien, est-ce que le produit vous plaît ou pas? Ça fait cher le presse-papier. Ah. Je pense que bientôt, ils pourront concurrencer Apple dans leur prix de sortie. Voilà. J'ai un peu le même avis. Enfin, le design est sympa, mais enfin, mettre 200, c'est quoi, 279, même 250 euros dans un wallet, sachant que, on va dire, les wallets classiques ou des Satoshi, ça fait l'affaire. Bon, ouais, c'est pas donné quand même. Ouais, mais ils se sont un peu lisés, en fin de compte. Parce que tu te rends compte que Oui. aujourd'hui, tu achètes le dernier iPhone, mais finalement, tu pourras acheter un iPhone beaucoup moins, enfin, tu vois, beaucoup moins cher. Il ferait le boulot aussi. Donc, c'est un peu, je pense que ils jouent un peu sur cette demande toujours un peu de high-tech, de produits un peu de haut de gamme. Et qu'à mon avis, ça va très très bien fonctionner comme Apple fonctionne aujourd'hui, hein. Il n'y a pas Ouais, de raison, ils ont. oui, je partage aussi cet avis-là. Je crois que ils étaient sur un segment milieu de gamme avec leur Ledger Nano et Nano X, et qu'il y avait vraiment un segment à prendre dans le haut de gamme. Et il y a toujours des gens prêts à payer pour le dernier iPhone. Et je crois qu'il y aura toujours des gens prêts à payer 300 balles pour un hardware wallet. Bah, leur force, d'autant plus, c'est que leur force, c'est ils font pas comme iPhone où ils font évoluer la gamme tout en bannissant petit à petit les gammes précédentes. La force de leur com sur sur ce nouveau produit, en fin de compte, c'est qu'ils vont continuer à faire leur ledger. Tu peux continuer à acheter des ledgers à 70 euros, mais si tu veux, effectivement, bah, t'as le haut de gamme et ils sont partis chercher un créneau qui n'était pas pris du tout. Et vu que c'est les patrons c'est les patrons dans le domaine aujourd'hui, ça aurait été dommage que quelqu'un d'autre le prenne, en fait. Donc, je pense qu'ils ont très bien joué de le prendre. Après, ça ne veut pas dire qu'on va tous l'acheter, mais en tout cas, moi, je reste persuadé qu'ils vont avoir beaucoup de clients.
Ouais, je pense aussi. Beaucoup de clients. Et puis là t'es en bire, tu vois, tout le monde a vu son portefeuille descendre. C'est pas forcément le moment où tu vas le prendre, mais ils sont pas pressés à mon avis. Il suffit que ça remonte un petit peu. Et puis les gens, dès que leur portefeuille fait x3, x4, bon, tu te dis, bah finalement, 250 euros, tu vois, par rapport à... C'était beaucoup il y a 6 mois, c'était beaucoup il y a un an, mais aujourd'hui, ça ne l'est plus. Donc finalement, voilà, quelqu'un qui ne l'aurait pas acheté aujourd'hui peut très bien l'acheter dans 6 mois ou dans un an. Donc sincèrement, je me fais pas de soucis sur leur vente à ce niveau-là, sur du moyen terme. Et je voudrais quand même soulever une remarque très pertinente, celle de Adèle, qui dit, moi, ce qui me dérange, c'est que les gens vont exhiber le truc qui est censé rester secret. C'est probablement, enfin, c'est hyper pertinent. Ils ont fait quelque chose de super sexy. Genre, regardez mon nouveau hardware wallet, mais le but d'un hardware wallet, en fait, c'est pas de le montrer. Il devrait même pas être sexy. Personne ne devrait savoir que c'est un hardware wallet. Sinon, ça n'a pas de sens. C'est un peu Comme comme si tu dire, fais une petite coffre-fort super exactement, jaune. exactement. Regardez mon beau Non. coffre-fort. J'ai fait une porte en or. J'ai incrusté des diamants et vous le montrez à tout le monde quand vous faites un repas de famille. Ça n'a pas vraiment de sens. Mais bon, c'est un marché un peu différent, mais voilà. Je voulais le soulever. Ouais, c'est un très bon point. C'est vrai que de base, c'est pas censé être fait pour ça. Dis-moi, j'ai une question à te poser à mon tour. Est-ce que si on, est-ce que si je te fournis une image, on pourrait personnaliser des cartes pour, c'est un peu peut-être un peu court, mais tu vas me stocker à me répondre. Pour avant Noël, est-ce qu'on peut personnaliser je sais pas moi, 20, 30 cartes Satoshi avant Noël avec une image perso. Sans aucun problème, sans aucun problème. Ok. Et alors, le avant Noël dépendra uniquement du bon vouloir de la Poste. Mais pour la France, on observe des délais de livraison de 3 à 4 jours ouvrables. Et pour la production des cartes, à partir du moment où on s'accorde sur un bon à tirer, puisqu'on doit faire un premier tirage, bah voilà, il faut compter 24 heures, quoi. Donc 24 heures plus les 3 à 4 jours de livraison, en théorie, c'est jouable. Ok, donc demain matin, je t'envoie l'image. On se met d'accord dans la journée. 24 heures plus tard, ça part en production. Ouais. Donc en théorie, on est bon si c'est pas avant Noël, c'est en tout cas avant le 31, quoi. De toute façon, Ah, mais ça sera reçu. oui, oui, clairement, si c'est de réaliser comme ça, milieu de semaine prochaine, les cartes arrivent à bon port, hein. Ok, bah écoute, on rentre en contact demain matin. Alors. Je crois qu'on s'était déjà envoyé un message ou deux sur Twitter. Je pense, ouais, je pense, ouais. On va continuer la discussion. Bah c'est Alors, cool, super nouvelle. voilà, je Merci. publie un code coupon. J'ai mis, voilà. Ah oui, mais j'ai été con, j'ai mis la flèche. Il n'y a pas de flèche en fait, hein. Donc attendez, je vais éditer mon message pour que ce soit clair. Voilà. Donc on vous offre 10% à valoir sur votre commande, peu importe la commande, et le coupon expirera à la fin de ce mois-ci. C'est très gentil à toi, merci. Bah, c'est gentil à vous. C'est la première fois pour moi que je fais un amas sur un Discord francophone. Je suis impressionné du nombre de personnes et aussi de la qualité des discussions. Mais bon, ça c'est peut-être lié au fait que vous êtes une communauté crypto, donc c'est super intéressant. C'est sûr que c'est tout de suite un peu plus friendly que si tu discutes avec une communauté qui est un peu plus qui comprend un peu moins et qui est un peu moins intéressé à la crypto. Là, t'as les purs et durs, là, j'ai envie de dire. Mais oui, voilà, c'est plutôt les purs et durs parce qu'on est déjà tombé sur des Discord, par exemple Binance UK, où en fait c'était rempli de Moonboy qui voulaient faire des x10 et ils ne savaient pas ce que c'était une clé privée ou une seed phrase. Et donc c'est tout de suite plus compliqué de présenter le produit quand eux te demandent juste si Shiba va moon la semaine prochaine.
Mais voilà, Mais en tout c'est cas, pour ça que je dis c'est que important aussi d'intervenir dans ce type de groupe, tu vois, parce qu'au final, même s'il y en a un ou deux sur toutes les personnes qui étaient là, dans ton groupe Binance, qui a retenu quelque chose, c'est c'est déjà vrai, positif. c'est vrai. C'est vrai que le travail, du coup, le, on n'est pas venu pour rien, quoi. Ah oui, t'as peut-être fait un sauvetage ou deux sans le savoir, tu vois. Exactement, exactement. Je vois Cryptonab qui dit on n'est pas là pour enfiler des perles. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Alors le wallet Argentix est open source. Oui, alors Argentix en plus, si je ne me trompe pas, la team, en tout cas une partie de la team est basée en Belgique et on a déjà eu des discussions avec eux, mais ils n'ont pas la volonté d'intégrer des hardware wallets. Pour répondre à ta question. Donc voilà, c'est Pour alors intégrer du défi, il vous manque plus que Atom. Je dis ça, je dis rien. oui, bah oui, oui, oui. Mais on a encore, allez, on aimerait bien. L'idéal, ce serait d'intégrer toutes les crypto-monnaies. Ça arrivera un jour, hein, parce que l'intégration de Satoshi n'est vraiment pas très compliquée. On utilise une technologie de base et donc les sociétés pourraient nous intégrer assez facilement. Donc j'espère qu'à l'avenir, si le projet continue à se développer comme il se développe aujourd'hui, on verra de plus en plus de software nous intégrer nativement. Et bah là, ce sera bénéfique pour tout le monde. Bonne soirée. Ah, c'est super ça, merci. Not your keys, not your coins. À savoir que toutes les personnes qui achètent notre hardware wallet reçoivent un stickers Not your keys, not your coins. Comme ça, vous pouvez l'afficher fièrement sur votre laptop et montrer que vous êtes réellement possesseur de vos cryptos. À l'arrière de la voiture, sinon collé. À l'arrière de la voiture, c'est une excellente idée. Sinon, il y a un autre petit tips de sécurité sur lequel votre autocollant se porte super bien, parce que si je dis pas de bêtises, il fait la taille d'une carte de crédit. Ouais. Enfin, il passe sur une carte de crédit et en fait sur toutes vos cartes bancaires que vous utilisez, parce que du coup, on va parler aussi un peu de sécu de vos fiat. En fait, c'est très bien le petit autocollant Satoshi, il passe nickel en fait sur les numéros de carte bancaire en fait qui se trouvent au dos de votre carte, parce que la plupart des gens le sortent en sans contact dans tous les sens et ne font pas attention. Et aujourd'hui, les magasins sont remplis de caméras haute définition qui permettent de facilement zoomer en fait sur vos cartes quand vous les sortez, et du coup c'est très rapide après de sortir les numéros et de la revendre sur le dark web ou de les utiliser tout simplement. Du coup, un simple autocollant comme ça, qui se décolle très simplement, ça permet de camoufler vos numéros de carte bancaire. Voilà, c'était le petit tips. Mais sinon, derrière la voiture, c'est pas mal aussi. Eh ben, Doc, je crois que tu devrais venir faire un cours de sécu ici chez moi parce que ma femme, je lui dis toujours de cacher ses cartes, de cacher ce qu'elle fait sur les terminaux de paiement quand elle met son code PIN. Et à chaque fois, elle me dit que je suis trop parano. Donc ça me fait bien plaisir de t'entendre le dire. Bon, peut-être qu'on me range aussi dans la case parano dans mon entourage. Hein. Non, c'est pas de la paranoïa. À partir du moment où on a les différentes informations d'une carte de crédit, on peut l'utiliser. Donc c'est logique de faire attention quand on la sort. Hein. Généralement, les gens qui disent ça, c'est des gens à qui c'est pas arrivé. Quand ça leur arrive une fois, en général, ils pensent autrement. Ouais. J'ai déjà une de mes connaissances qui m'a dit mais je comprends pas, ma carte, je m'en suis pas servi sur internet, etc. Et du coup, je lui ai expliqué le truc des magasins. Non, mais sérieusement, tu volais, tu te dis qu'il y a des stagiaires en sécurité, enfin, il peut y avoir n'importe qui, un remplaçant comme ça qui passe, et c'est super rapide. Oui, ça va très très vite. Ça va très très vite. Alors je suis en train de répondre à la question de AAR qui demande si il est possible d'initialiser sa Satoshi sans devoir mettre la seed phrase en la tapant sur l'ordinateur. Alors c'est une excellente question.
et malheureusement, ce n'est pas possible. Donc, vous allez devoir initialiser votre hardware wallet en tapant votre site sur votre ordinateur. Pourquoi? Parce que le hardware wallet ne possède pas d'écran. Voilà, ça, vous l'aurez remarqué. Et donc, vous ne pouvez pas directement intégrer votre seed phrase sur le hardware wallet en lui-même. Ça doit se faire sur une saisie manuelle. Alors, on vous conseille de le faire sur un ordinateur que vous trustez ou sur un ordinateur air-gap. Et si vous n'avez pas de solution permettant ça, alors vous pouvez toujours le faire via notre carte SeedKeeper. Donc, la carte SeedKeeper permet de générer une master seed directement sur la puce, donc il n'y a rien qui doit être tapé sur l'ordinateur. Et ensuite, depuis cette carte SeedKeeper, vous pouvez initialiser votre hardware wallet et le tout est encrypté. Donc pour les plus parano d'entre vous, on a également prévu une solution complètement air-gapped, puisque ce sont les puces qui dialoguent entre elles pour l'initialisation du hardware wallet. Et du coup, il faut 2 lecteurs de cartes pour faire cette opération. Non, vous pouvez le faire avec un seul, parce qu'en fait, on a implémenté une technologie de secure channel entre les cartes, et donc on garde dans la mémoire de l'ordinateur le certificat public de la carte que vous venez de connecter, et ça permet en fait d'échanger les données. Et donc vous branchez votre SeedKeeper, vous initialisez, et puis vous la débranchez, vous branchez votre hardware wallet, et l'information passe dans le hardware wallet. Et tout est encrypté via une clé qui est échangée entre les deux cartes. Ça peut paraître un peu complexe, mais à l'utilisation, c'est straightforward. Vous ne devez pas avoir 2 lecteurs de carte à puce. Ok, merci pour les précisions. Merci Mako, bonne soirée à toi aussi. Je vois que les gens nous prennent pour des paranos. Quand on est dans la crypto, au bout d'un moment, on devient finalement un peu tous parano, hein, avec tout ce qui se passe et tout ce qu'on voit. Mais il faut l'être. Et vous savez, en fait, la sécurité, au plus l'usage des technologies devient simple, au plus on perd en sécurité. Ça a toujours été comme ça. Aujourd'hui, vous pouvez dépenser ce que vous voulez avec une carte Visa si vous avez le numéro frontal et le numéro verso. Il y a très peu de sécurité et les gens ne s'en rendent pas compte, ils se baladent avec leur carte limite autour du cou. Pareil pour les cryptos. Le nombre de personnes qui vous envoient, même dans le support qu'on fait, hein, qui vous disent voilà, je ne sais pas utiliser ma carte, je l'ai initialisée avec tel site phrase et ils vous envoient ça par mail en SAV. Et là, vous vous dites attention quoi. Il faut toujours être vigilant. C'est pas de la paranoïa, c'est de la, Du bon sens. Du bon sens. J'allais dire de la bienveillance, mais non, c'est du bon sens effectivement. Il y a beaucoup de méconnaissances encore, malgré le fait que régulièrement il y a des rappels qui sont faits, mais c'est vrai que la personne qui arrive demain, qui achète de la crypto, elle n'a pas encore toutes ces notions et c'est quand même assez nouveau pour beaucoup de monde. Ah oui, c'est la nouveauté peut faire peur, mais elle ne doit pas elle ne doit pas empêcher la sécurité à minima quoi. Je voyais dans le chat quelqu'un parler de 2FA. Le 2FA, c'est quelque chose qu'il faut activer pour les cartes bancaires, mais également pour votre exchange. C'est primordial. C'est primordial. C'est vrai que d'ailleurs, tu n'as pas parlé de votre système de 2FA sur votre wallet. Oui. Alors, donc on peut rebondir avec la question qui avait été faite concernant la seed phrase. Certains puristes reprochent à Satochip de ne pas avoir d'écran sur le hardware wallet. Et donc, lorsque vous signez une transaction, vous ne pouvez pas voir ce que vous signez. Enfin, vous ne pouvez pas voir. Vous le voyez, MetaMask vous montre ce que vous signez, mais imaginons qu'un virus sophistiqué intercepte cette transaction, renvoie à votre hardware wallet quelque chose à signer, et puis vous le faites à l'aveugle parce que, contrairement à Ledger, vous ne voyez pas apparaître sur votre écran l'adresse. Alors, pour mitiger ce risque-là,
ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une application mobile euh, qu'on appelle notre application 2FA. Et lorsque vous initialisez votre hardware wallet, vous avez l'option activer ou pas le 2FA. Et si vous l'activez, toutes les transactions que vous allez devoir signer avec votre hardware wallet vont vous être affichées sur l'écran de votre téléphone mobile. Et ça a un gros avantage parce qu'en fait, votre téléphone agit comme l'écran du hardware wallet, si ce n'est que c'est beaucoup plus lisible. Vous avez un grand écran propre, vous avez tout le détail de la transaction qui s'affiche et pas bit par bit sur un petit écran comme un ledger. Et là, vous faites accepter ou refuser. Si vous acceptez, c'est pas votre GSM qui va signer la transaction, non. Votre GSM va juste renvoyer l'info à votre carte à puce en disant OK, tu peux signer la transaction en question, quoi. Donc c'est une sécurité supplémentaire et un confort supplémentaire du 2FA. Attention toutefois, si vous activez le 2FA, c'est comme n'importe quel 2FA. Vous devez bien backuper la clé de ce 2FA. Parce que si vous perdez votre GSM, vous ne saurez plus utiliser votre hardware wallet parce qu'il va toujours demander de vérifier la transaction sur le 2FA. Donc c'est à utiliser si vous savez ce que vous faites, si vous avez l'habitude du 2FA. Une protection qui était. Enfin, il y en a beaucoup qui essayaient de la demander, par exemple, pour des wallets comme MetaMask. Et, enfin, de mémoire, c'est le seul wallet qui l'utilise. Enfin, Ledger, tout ça, ça y est pas. Enfin, j'ai pas en tête un autre hardware qui utiliserait le 2FA. Non, je ne pense pas, mais le tout effet n'est pas vraiment nécessaire à partir du moment où tu as un écran et que tu vois ce que tu signes. Mhm. Donc nous on appelle cette application du tout effet, mais c'est pas vraiment de l'authentification, c'est plutôt de la vérification de la transaction. Oui, on devrait peut-être Ouais, enfin, ouais, pour moi, enfin oui, c'est pas de l'authentification, mais oui, c'est une mesure de sécurité supplémentaire. Enfin, ouais, qui est quand même importante. Je ouais. dirais au moins, ça oblige, enfin, quand il y a des cryptos comme ça en jeu, ça oblige la personne à revérifier, à faire une manip supplémentaire avant de faire sa transaction. C'est, Ça évite de faire des trucs dans l'urgence où la personne, elle va faire ça rapidement en faisant n'importe quoi parce que, enfin voilà, parce qu'elle le fait dans l'urgence et qu'elle va faire une connerie derrière. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et la petite question, si jamais il y en a vraiment des fous furieux de la technique et de la sécurité parmi nous, du coup, c'est ton application, donc le client qu'on installe sur l'ordinateur, qui va aller communiquer, qui va envoyer une sollicitation à vos serveurs pour activer le 2FA, donc envoyer le détail de la transaction, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça. Tout à fait. Et ça communique sur quel port? Savoir s'il y a un port particulier peut-être à ouvrir pour ceux qui verrouillent tout chez eux avec des feuilles rouges. C'est une bonne question. C'est un port dynamique parce qu'en fait, on utilise les serveurs d'Electrum pour faire le polling des transactions, que ce soit pour Bitcoin, Ethereum ou d'autres blockchains. Et en fait, on concatène les transactions et on les fait transiter par ces serveurs-là. Je peux regarder dans la doc, ça je ne saurais pas te dire ce soir, mais c'est quelque chose que je peux t'envoyer. Mais je sais que c'est une plage de ports. Ok, ça marche. Merci pour cette petite précision. Parce que Alors, je sais que parmi nous, il y en a qui sont un peu, un peu, un peu, un peu fous sur la sécu. Ils essayent de communiquer, ils ont même plus de micro tellement qu'ils ferment le port. Alors, il y a Naili qui vient de me faire remarquer quelque chose et ça a pu profiter à certains d'entre vous et tant mieux pour vous. J'ai posté un code proposant 10% de réduction sur nos équipements, mais en réalité, je me suis trompé et j'ai mis 10 € de réduction sur nos équipements. Donc, il y a quelques petits chanceux qui ont profité d'une belle réduction sur leur commande. Et je viens de rectifier le tir, donc ce sera dorénavant 10% et pas 10 €.
Toujours dans les bons coups, le Neilic. Exactement, exactement. Mais ils ont été plusieurs à profiter de cette réduction. Mais Et, c'est bizarre, c'est le seul qui a été honnête et qui l'a dit. Hein. J'ai c'est pas vrai, vu. c'est vrai. Mais à mon avis, oui, les gens ne font peut-être pas attention. Enfin, quoi que non, ils ne font peut-être pas attention. Et donc, voilà, c'est fait. Félicitations à ceux qui ont profité de leur commande. Ça paie toujours d'être avant-gardiste. Au moins, ils vont protéger leur crypto correctement maintenant et à moindre Exactement. frais. Exactement. Mais bon, voilà, je l'ai repassé à 10 euros. Ceux qui veulent tester pour vérifier que c'est repassé à 10 euros, ils peuvent. À 10%, pardon, et pas à 10 euros, mais voilà, maintenant c'est 10%. Je profite qu'il y a un petit silence. J'étais en train d'écrire un message, mais je vais vous le dire oralement. Je dois vous laisser un peu plus tôt que d'habitude, moi, ce soir. Mais je te laisse bien évidemment entre les mains de From et Doc. C'est très gentil d'être passé. Ce que tu nous expliques est tellement important. Et tu le fais d'une manière très claire, donc c'est vraiment cool. C'est très sympa de Merci. t'avoir entendu ce soir. Merci. Je t'ai envoyé des messages sur le compte Twitter de Satoshi. Ah ouais, je vais regarder à ça, oui. Non, mais il y a pas, voilà, il y a rien d'urgent. Comme ça, tu regardes et tu en avances, en avançant. Super. Super. Mais en tout cas, un tout grand merci de m'avoir reçu ce soir pour la main. Et good luck avec le projet et les projets futurs. Et voilà. Très prochainement, je vais me repointer dans le channel, mais je serai propriétaire d'un cryptomasque. Écoute, t'es le bienvenu. Tu reviens quand tu veux, propriétaire ou pas, c'est la C'est même chose. gentil. C'est gentil, merci. Passez tous une bonne soirée. Bonne soirée. Merci bien, chef. Merci. Merci, Doc. Merci, From, d'assurer. Ah, je vois qu'il y Et avait merci, aussi d'habitude, à tous Cryptomaniac d'être là. qui était là. Ben, bonne soirée, Cryptomaniac, à bientôt. On avait fait une édition spéciale avec Cryptomaniac, Not Your Keys, Not Your Coin, qui était vraiment une superbe carte. Probablement une des plus belles, avec celle d'Arkey. Moi, j'ai une question existentielle. Il sort de où ton pseudo Discord? Ça, c'est une bonne question. Je change de pseudo très régulièrement. Probablement 2 ou 3 fois par an. Et donc, il faut que je trouve un nouveau truc à chaque fois. Et bah, c'était l'inspiration du jour à ce moment-là. C'est tout. Je pense aussi fondamentalement que s'il y avait un dieu des cryptos, ce serait probablement un degen. Mais ça, c'est mon avis. Bon, ça va, il n'y a pas trop de maximalisme pour te répondre ce soir. Va faire un post comme ça sur Twitter. Je vais rigoler. Parce que tu penses que... Ah oui, si tu ferais l'allusion en disant... est-ce que des gains, shitcoin, hein, pour moi, ça va de pair. Et je pense que tu fais un post comme ça, ouais. Ah ben ça va me donner une idée. Je vais faire un petit sondage demain. Mais non, c'est plutôt dans le style. Je crois que pour dans les bitcoins maximalistes, il y a aussi des degen, dans le sens où certaines personnes parfois perdent un peu la notion des réalités, même en étant BTC maxi. Et bah voilà, je les catégorise aussi dans les degen. Mais je vois ce que tu veux dire, oui. C'est pas les types qui font all-in levier x100 sur le premier shitcoin qui sort sur la Binance Smart Chain. C'est pas le même style. Ah oui, cette carte-là, exactement. Je cherche un peu, mais je l'ai. Possible de remettre le code, bien entendu. Ah ben voilà, merci. Merci Vice Flyby. Alors Doc, tu parles de mon pseudo, mais le tien, il vient de où? Il vient du terrier. Il vient du terrier.
Je sais pas dire. On m'a appelé comme ça. Ça fait longtemps en fait qu'on m'appelle comme ça. Et, je Petit sais pas trop trappeur. dire. Je sais pas, peut-être parce que je grogne facilement, parce que je dors beaucoup, je sais pas. Non, faudrait que je demande. Non, mais c'est quelque chose qui me suit depuis très longtemps. Et ouais, je saurais pas vraiment expliquer de où ça vient, quoi. Ah, je vois que tu as posté aussi la carte. Ah oui, pardon, Doc. Enfin, je disais tu, mais c'est From Zero to 10K, la carte Arcade qu'on a réalisée pour Miami. Donc cette année, on est allé au salon, à la Bitcoin conférence de Miami. On avait un stand là-bas. Et donc on a proposé à Arcade de faire le design d'une carte en édition limitée qu'on a sortie en 50 exemplaires. Et c'est vrai que cette carte est également vraiment particulièrement belle. Je pense même, il faudrait que je check ici au bureau, je pense même qu'il devrait rester une ou deux cartes de cette édition-là. Ah, c'est collector, pour une vente aux enchères. Collector, oui, tout à fait, oui. Non, mais Arke fait vraiment un travail. Moi, je suis un grand fan de ce qu'il fait. Et sur les cartes, ça donne encore mieux. Parce que là, les images sont belles, mais avec la brillance de la carte et le côté doré de la puce, c'est vraiment une très belle carte. Non, ça rend super bien. Quand elle arrive là, qu'elle vient d'être faite, elles sont magnifiques. Hein. C'est vrai. Après, à l'usage, c'est vrai que si on les utilise tous les jours, comme une carte de banque, ça se griffe, mais en objet de collection, c'est vrai que celle-là était très très belle. Ça nous arrive assez régulièrement de faire des éditions limitées. Donc, si vous connaissez des artistes qui souhaiteraient collaborer avec nous, on serait partant de faire une édition limitée d'une dizaine ou d'une vingtaine de cartes avec cet artiste-là, soit pour notre produit Hardware Wallet ou pour nos deux autres produits. Ouais, enfin ici sur le chat, on a Adèle là, qui nous fait des choses. On a Miss Satoshi, mais elle est pas là. On a 8 Project. Moi, j'ai 21 artistes, dont 2 sont déjà présents chez toi. Il y a un peu de monde quand même. C'est cool aussi, Doc, de les mettre en avant parce que je crois que nos artistes, on va dire francophones, j'allais dire nos artistes belges, mais c'est des artistes français. Les artistes de la francophonie doivent être mis en avant parce qu'ils ont un talent de dingue. Pareil pour Cryptomaniac. Je ne sais pas s'ils réalisent encore les vignettes des vidéos de TK Mining, mais c'est à mettre en avant également, quoi. Tout à fait. C'est un des objectifs du projet, en faire connaître le plus possible. Enfin, tout du moins, c'est les 21 qui ont pris part à la genèse du projet. Je vais tout faire pour les mettre en avant. On dira, si jamais il y a des artistes, après, pourquoi pas essayer de les réunir, de faire un truc assez gros. C'est un boulot pour Doc. Ah ben voilà, un super design. Tu sais, il y a bien des artistes qui collent des bananes au mur et qui vendent ça cher. Alors je vois que Yann a posé une question. Est-ce que le NFT existe et on pourrait le mettre dedans? Oui, alors Arke a fait un NFT de ce design-là. Et en fait, on l'a acheté en soutien à l'artiste. Donc non, on va pas le loader sur les cartes, mais c'est quelque chose qu'on peut faire. Donc on peut charger des NFT sur des cartes customisées. On l'a déjà fait avec des partenaires. Il y a quel silence? Ou alors c'est moi qui ai plus de son? Non, je me faisais la même réflexion, mais c'est un silence. Les gens sont dans le chat.
En fait, je pense que les gens sont en extase devant le design de Naelik C'est la banane. ou la banane, un des deux, un des deux. Et là, ils ne savent pas quoi faire. Ils sont tous en train de commander. Ah, peut-être aussi, peut-être aussi. Et du coup, Des ça fois, va, vous avez un petit peu d'activité quand même pour ces fêtes de fin d'année? oui. Ben, on a réalisé plusieurs partenariats avec des partenaires qui font des calendriers de l'Avent. Donc, je pense au Journal du Coin, à France Crypto, Cryptologic. Donc ça a été une bonne partie des Field Mining activités. aussi? Non, ça on n'a pas fait avec eux, non. Ok, j'avais cru vous voir passer chez Field Mining. En même temps, c'est vrai qu'il y a beaucoup de calendriers en ce moment et des fois. Alors peut-être, parce qu'on a vu passer des cartes Satochip sur un autre calendrier de l'Avent, je me souviens plus le nom, mais c'était pas une initiative de Satochip. C'était une initiative de quelqu'un d'autre qui voulait offrir quelque chose et qui a décidé d'offrir des cartes Satochip. Donc on remercie cette personne, mais ce n'était pas nous directement. Et sinon, oui, on a également beaucoup de travail en ce moment suite à l'affaire FTX. Je crois que les gens réalisent vraiment la nécessité d'avoir un hardware wallet. Et donc, on a beaucoup plus de commandes qu'avant, ce qui fait qu'on a une fin d'année fort chargée. C'est cool tout ça. Alors, Yann, pour répondre à ta question, oui, tu dois uploader un JPEG ou un PNG. Il faut que l'image soit de minimum, si je ne dis pas de bêtises, 250 pixels et de maximum 1500 pixels avec un minimum de 72 dpi. Donc l'idée, c'est vraiment d'uploader une image de bonne qualité parce que ce que vous voyez à l'écran, c'est ce que vous allez recevoir chez vous. Si c'est pixelisé, vous la recevrez pixelisée chez vous. On ne sait pas faire de miracle puisqu'en fait, on récupère l'upload que vous avez fourni et on l'envoie directement à l'imprimante. Ah ben voilà, la question répondue. 150 pixels jusqu'à 1500 et 72 dpi. Alors pour ceux qui personnalisent les cartes, de grâce, n'uploadez pas des photos de vous tout nu, parce qu'il y a quand même un humain derrière qui processe la commande. Est-ce que c'est déjà arrivé? C'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé, oui. Pour faire une blague pour Noël. Ah mais ça peut être une super bonne blague. Et puis au final, ça part à l'impression, mais il y a vraiment... Enfin, on a deux lignes de production chez nous. On a la production des designs que vous voyez sur le webshop. Ça, c'est une ligne de production qui tire des cartes quotidiennement. Et alors, on a la production manuelle. Chez nous, on l'appelle ça comme ça. C'est toutes les cartes customisées. Donc, les personnes qui veulent avoir un design propre. Et ça, c'est un opérateur qui s'occupe de ces commandes-là spécifiquement. Et donc, il voit passer sur l'imprimante les différentes cartes. Il les emballe comme une marmotte emballerait son chocolat. Donc, parfois, il rigole bien. Ah bah il doit en avoir passé, oui. Ouais. Non, vous pouvez, ça peut faire une bonne blague aussi. Le 1er avril, uploader des choses comme ça peut être sympa, mais ouais, c'est l'idée. Alors là, Bastien est en train de vous dire, envoyez-moi des nudes, quand même. Envoyez-moi des nudes. Je traduis le message, mais... Je vois que Flotti me dit la carte est trop petite. Ouais, il suffit de réduire et de mettre un peu de perspective, ou alors acheter plusieurs cartes, hein. Ça peut être marrant aussi. Ça dépend de la personne nue, c'est vrai. Une marmotte nue. Marmotte, c'est à poil, c'est connu. Une marmotte, c'est toujours à poil. C'est dégueulasse. Ça devrait être censuré d'ailleurs. D'ailleurs, en parlant des décorations comme ça des cartes, vous devriez faire le tour des brocantes et proposer et récupérer des vieilles cartes téléphoniques. Il y en a qui vendent ça en pagaille pour des bouchées de pain. Et ça fait une très bonne dissimulation. Parce que des personnes qui collectionnent des cartes téléphoniques, donc pour les plus jeunes d'entre nous, fut un temps, il y avait des grosses cabines qui étaient dans la rue et on avait des cartes téléphoniques avec du crédit.
Et on allait dans ces grosses cabines et on mettait notre carte et on pouvait passer des coups de téléphone comme ça. Et bref, il y a des collectionneurs de ces cartes-là. Et vos cartes, en fait, peuvent très bien se confondre au milieu d'une collection de cartes de téléphonie, et ça rend le truc super discret, contrairement à vos concurrents ou qui ont des formats atypiques et qui sont du coup facilement reconnaissables pour les personnes du milieu, quoi. Eh ben, c'est marrant que tu en parles parce que on a fait des statistiques sur les gens qui personnalisaient leurs cartes. La personnalisation à 90% est en fait une anonymisation de la carte. Donc ils ne veulent pas avoir quelque chose de crypto-related et donc ils font une carte d'accès pour une bibliothèque, une carte d'accès pour le fitness, une carte téléphonique Belgacom ou comme la télécarte qu'on voit ici. Et donc ça représente 90% des cartes custom. Des gens qui ne veulent pas. Ça m'étonne pas et c'est même très bien, en fait, j'ai envie de dire. C'est très bien, c'est très bien. C'est montrer le moins possible que c'est crypto-related. Et donc une carte Belgacom, Bouygues Télécom, SFR, c'est ce qu'il y a de mieux. Les cabines étaient pratiques pour se protéger des chiens. C'est vrai. Ouais, on en revient aux stacks, effectivement. Mais je crois que c'était le discours de Pascal Gauthier. Ils veulent positionner Ledger comme le Apple du hardware wallet. Et il le disait bien dans sa présentation. Apple a réussi à imposer un style, à imposer un prix, à imposer une marque. Et ça a marché. Je ne sais pas si à l'époque, les gens se seraient dit je vais dépenser entre 500 et 1000 euros pour un téléphone portable. À l'époque, on avait tous le Nokia 3310 qui coûtait, je sais plus, 100 balles peut-être. Et c'était déjà cher. Aujourd'hui, les gens ont tous un iPhone payé entre 800 et 1500 euros. Donc la mode évolue et je crois qu'il y a un marché à prendre. C'est possible. En même temps, c'est aussi les téléphones qui sont le plus volés. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ils sont assurés aussi. Ouais, mais ça me ferait bien. Enfin, après, si on vole ton Stax, en théorie, on ne sait rien faire avec. En théorie, si on vole ta Citefray, ça c'est plus embêtant. Donc oui, on pourrait voler ton Stax. Et alors, j'ai remarqué quand même que au niveau de leur marketing, je sais pas si ça vous a frappé aussi. J'ai l'impression qu'ils essayent de faire croire aux gens que c'est super cool d'avoir plusieurs Stax et donc de les mettre un sur l'autre. Oui, avec le nom du père, du fils, de la fille. C'est pareil. Je me suis posé la question de qui c'est qui va acheter 5 wallets différents pour stocker ses cryptos. Enfin, t'as l'impression, oui, c'est des petits portefeuilles familiales, mais t'es 4, t'en achètes 4, t'en as déjà pour 1000 euros. C'est une drôle de stratégie. Ouais, je l'ai vu aussi, ça m'a un peu tilé, ça m'a un peu fait tilt. Ouais, c'est très particulier. Et puis, ils ont l'air de vouloir exposer ça dans une bibliothèque en disant, regardez, ce sont mes stacks pour mes NFT, pour mes cryptomasques, mes marmotoshi et mes bitcoins. C'est un peu osé. Mais c'est aussi une manière de montrer que c'est très sécurisé. C'est-à-dire que même si quelqu'un vient voler votre stacks, il ne sait rien faire. Il ne sait rien faire. Si on vole votre stacks et puis qu'on vous coupe un doigt pour avoir votre code PIN, ce sera encore autre chose. Hein. Ouais, c'est le marché qui est peut-être encore jeune et justement aujourd'hui, bon voilà, c'est pas encore rentré dans les mœurs et tout le monde est très méfiant. Peut-être que d'ici une dizaine d'années, ce sera un peu finalement comme les iPhones où la majorité des jeunes, ils sortent avec, ils montrent ça comme si de rien n'était, alors que, c'est quand même des téléphones à 1000 euros quand même. C'est vrai. On en perd cette notion financière. Ça devient un outil d'usage au quotidien et on se rend pas compte qu'on a 1000 balles entre les mains. C'est vrai. 1000 balles pour surfer sur Internet, envoyer des mails et faire des selfies. C'est la top affaire. Ouais. Il faut quand même faire remarquer que ça a bien changé aussi nos modes de consommation. Hein.
on sait faire beaucoup de choses. On sait faire ses virements bancaires, on sait chatter, envoyer des emails. Ça fait aussi GPS, boussole. Je suis entièrement d'accord avec ça. Il y a des tonnes de techno maintenant embarquées dans nos smartphones, mais on trouve quand même encore des smartphones à moins de 200 balles, quoi. Et qui ont à peu près tout ça. Bon, ils ont peut-être une durée de vie qui est un peu moins longue que les gros smartphones de marque, Samsung, Apple, etc. On arrive quand même à trouver des téléphones, enfin des smartphones qui sont plutôt corrects sans dépenser 1000 euros, quoi. C'est plus du consommable, en fait. Bah, ça fonctionne aussi bien, mais c'est vrai que bah, tu payes, on va dire, tu payes un peu plus la qualité, mais on va dire, ton téléphone va durer un peu moins longtemps. C'est comme acheter, je sais pas moi, t'achètes un aspirateur je sais pas moi, à 20 euros. Bon, tu sais qu'il va fonctionner pendant un an, mais tu vas être obligé de le changer plus régulièrement. C'est un autre mode. Alors C'est ça, un autre mode. c'est une idée reçue sur les aspirateurs. Ouais, Moi, ça honnêtement, dépend. mon dernier aspirateur, je crois que c'était 30 balles. Et ça doit faire 3 ans que je l'ai, un truc dans le genre. Le truc fonctionne toujours aussi bien, quoi. Oui, bah après, c'est comme tout, faut en prendre soin, faut le Après, nettoyer de temps en temps, et ainsi de quand on habite dans 5 mètres carrés, Ah, ça ça peut va, durer hein. longtemps. Non, en plus, je crois que Doc, il nous ment un petit peu parce qu'on sait tous très bien qu'une marmotte, ça perd ses poils et avec un aspirateur à 30 euros, c'est pas possible. Non, mais véridique, hein. Alors, après, c'est vrai que j'ai une petite surface à aspirer, pour ceux qui en savent un peu plus. Mais ouais, non, j'ai vraiment un aspirateur balai à 30 balles, un truc chinois sans marque. Et il fonctionne toujours aussi bien, il aspire toujours aussi bien, et je suis pas du genre à en prendre super soin, à bien vider le filtre régulièrement, etc., quoi. Ah, ça y est, Voilà, c'est chaud. Ah, le popcorn est prêt. Alors là, C'est pas ça. Normalement, c'est pas l'aspirateur qui fait ce bruit. non, c'est ma bouffe qui m'appelle. Bon, mais messieurs, je ne vous avais encore des questions, sinon moi aussi je vais devoir vous laisser. non, bah, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de tout ce qu'on avait abordé. Bah, après, si on a d'autres questions, à ce moment-là, on te les relaiera ou on te les fera passer. Mais ouais, je pense que la présentation était complète et il y en a quelques-uns qui vont être équipés d'ici peu. C'est cool. Et Ah, attends, il y a Adèle. Adèle, est-ce que tu as une question que je vois? Non, bah écoute, je pense que c'est bon. Je crois que tu as juste dit au revoir, messieurs, et pas mesdames. Ah oui. Non, mais c'est une habitude. Ouais, le monde des cryptos. On a tiré aussi des stats là-dessus. 34% des personnes seulement sont de sexe féminin. Donc, mesdames, oui, c'est déjà pas mal. Je m'attendais à moins, c'est vrai, mais c'est déjà pas mal. Donc, mesdames et messieurs, madame, mademoiselle peut-être, et messieurs, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Et je vous remercie de m'avoir accueilli ce soir avec vous. Bah, écoute, merci à toi, c'était bien cool. Et puis, merci pour ton temps de nous avoir présenté tout ça. Top. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde, hein. Bonne soirée, Ciao, merci Bastien. beaucoup. Bon, bah, moi, c'est pareil, je vais vous laisser. Comme vous l'avez entendu, j'ai ma bouffe qui m'attend. Allez, salut tout le monde. Ciao. Bonne soirée, merci à tous. Salut. Bonne soirée.